Burn-out, c'est suicide, AVC ou crise cardiaque. En général, c'est les pires issues. Ça peut être le management d'une entreprise qui se dégrade, ça peut être des conditions de travail qui se dégradent, plein de choses voilà, qui viennent et qui empêchent la personne de faire son travail correctement. Parce que le burn-out, ça ne concerne pas les gens qui n'ont rien à fiche, qui n'ont pas de conscience professionnelle, entre guillemets. Ça concerne toujours des gens qui ont une conscience professionnelle assez importante, qui font le maximum pour faire leur travail, et à un moment, ils sont confrontés à un dilemme, comment bien faire son travail en ayant de moins en moins de moyens, par exemple. Des gens qui sont contraints d'enchaîner les tâches, quelle est la satisfaction de la personne à la fin de la journée? Moi, ma solution, c'était de lire, parce que quand ça arrive, on n'imagine pas les proportions que ça va prendre. Arrêt de travail, tout ça, et puis il y a un moment, il n'y a plus d'indemnité. Donc on est à l'ère des mails, de la communication et tout ça, donc on renvoie des documents en se disant c'est bon, ça, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis finalement, il ne se passe rien. Il se passe rien, donc on ne peut plus accéder aux services publics parce qu'il n'y a plus d'endroit physique. Nous, on a attendu plus de 6 mois des indemnités. On se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées, qu'il y a eu d'autres suicides, il y a eu d'autres choses. Et je me dis, moi je déplore le manque de moyens. Malheureusement, quand on essaye de se faire entendre auprès d'une administration, auprès d'une entreprise, on est confronté à un mur souvent. Et qu'est-ce qui se passe si un jour il y a un suicide, un AVC, une crise cardiaque? Qu'est-ce qui reste après? Il y a une violence économique, une violence administrative. Et qu'est-ce qui se passe une fois que le drame est arrivé? Voilà, notre indignation, on en fait quoi au final? On continue à vivre tous comme d'habitude, on passe devant la ferme où c'est arrivé, on se dit oh mince, et puis on continue notre vie. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir prendre garde à l'intervalle possible entre le marchepied et le quai lors de votre descente. À l'avenir. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphanie Laurent qui a écrit un livre, Les ours se cachent pour mourir. Donc Stéphanie, c'est un livre biographique écrit à la première personne où tu parles de l'histoire de ton mari qui a fait un burn-out lié à son travail. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Alors, tout d'abord, un médecin qui, voulant prendre en charge mon conjoint, m'a dit « j'aimerais avoir un topo de ce qui lui est arrivé avant ». Donc j'ai commencé par faire un petit topo. Et puis de là est née l'idée de continuer le récit en me disant si ça tourne mal, hein, parce que le burn-out c'est suicide, AVC ou crise cardiaque, en général c'est les pires issues. Si ça tourne mal, il y aura un écrit. Et puis aussi le fait de se dire, il y a tellement de clichés qui entourent le burn-out, la maladie, qui suit souvent la dépression. Une fois qu'on les a vécus, on sait que ça colle pas, quoi, les clichés. Donc j'avais envie de répondre à tout ça, parce que quand on est dans le tunnel, quand on lutte pour sa survie, pour sa famille, on est pris dans les rendez-vous médicaux, dans plein de choses, des rendez-vous administratifs, on n'a pas du tout le temps de penser à ça, quoi. Mais une fois que les choses s'apaisent un peu, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir expliquer pour nos enfants, pour les gens de la famille qui ont vécu ça, on va dire, de loin. Alors il y a des gens qui sont proches et qui ont compris ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas toujours le cas de tout le monde, quoi. Et aussi pour d'autres, parce qu'une fois qu'on commence à parler, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées, qu'il y a eu d'autres suicides, il y a eu d'autres choses. Et je me dis, pour ceux qui l'ont traversé, peut-être ils n'ont pas compris les tenants et les aboutissants de ce qui leur est arrivé.
peut-être pour des familles qui restent avec un conjoint disparu. Comment on explique après à ses enfants ce qui s'est passé, comment on explique, voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, quoi. Et puis pour se dire aussi, on a enchaîné la maladie, les galères, et se dire, bah, c'est pas possible qu'on n'en fasse rien. À un moment, la violence qu'on reçoit, il faut en faire quelque chose. Soit on la retourne contre l'origine de la violence, ce qui là n'est pas possible, soit on la retourne contre d'autres, éventuellement, hein, ou soit on essaie de la transformer et d'en faire quelque chose. Donc là, moi, je me suis dit, mes armes, ça peut être que mes mots. Alors, tu parlais des clichés sur le burn-out. Alors, il y a quoi comme cliché que tu as pu voir ou entendre? Bah, la chose typique, la personne, en fait, elle a une fragilité qui se découvre petit à petit au travail, et c'est ça qui fait qu'elle s'effondre. Alors que bah, des fragilités, on en a tous, hein, on est des êtres humains, donc ça ne tient pas déjà au départ. Mais quand on creuse, alors moi j'ai beaucoup lu les gens qui témoignent sur les réseaux sociaux, des livres, voilà, et quand on commence à s'intéresser à tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même un schéma commun. Ça peut être le management d'une entreprise qui se dégrade, ça peut être des conditions de travail qui se dégradent, plein de choses, voilà, qui viennent et qui empêchent la personne de faire son travail correctement. Parce que le burn-out, c'est pas, ça ne concerne pas les gens qui n'ont rien à fiche, qui n'ont pas de conscience professionnelle, entre guillemets. Ça concerne toujours des gens qui ont une conscience professionnelle assez importante, qui font le maximum pour faire leur travail, et à un moment, ils sont confrontés à un dilemme, comment bien faire son travail en ayant de moins en moins de moyens, par exemple. Oui, ça, tu le détailles notamment au début du livre, où tu parles un peu de la perte de sens dans un emploi, là, notamment dans le monde ouvrier, vu que ton mari vient de là. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces sujets-là, du côté perte de sens au travail? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, c'est-à-dire que ça peut être une perte de sens parce qu'on n'a plus les moyens de travailler, on n'a plus les bons outils. Ça peut être parce qu'on a un travail qu'on aime, qu'on a ce qu'il faut pour le faire, mais il y a un moment, il y a une distance qui s'instaure, par exemple avec des équipes dirigeantes qui ne reconnaissent pas la valeur du travail. Des méandres administratifs aussi, parce que en fait, dans le livre, j'écris un fonctionnement qui est commun, enfin je pense, hein, par rapport aux témoignages aussi que j'ai reçus de personnes proches ou de personnes très, très lointaines de notre univers, c'est que le fonctionnement est assez commun aux grosses structures. Alors une grosse entreprise, une grosse administration, même pourquoi pas une grosse association, parce que des fois on sait qu'il y a des formats qui sont faits au début, ou une coopérative agricole par exemple, elles sont faites au début de façon à aider les gens du métier, et puis ben, il y a des fois ça prend des proportions, l'administratif en fait prend une proportion plus importante que le but de l'association ou de l'entreprise ou quoi. Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère, nous voulons le laisser-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser-passer A38. Hein? Donc là, il y a une distance en fait qui s'instaure. On n'est plus dans la relation directe. Je prends un exemple, voilà, ça ne m'étonne pas que les gens des fois se reconvertissent là-dessus, c'est que un boulanger, bon, il a un boulot qui est difficile, tout ça, mais il va avoir la reconnaissance directe de ses clients, à savoir que la boulangerie marche, il y a du monde qui vient, il va croiser des gens dans la rue qui vont lui dire « Ah bah, on a pris tel dessert » ou je sais pas quoi, vraiment, on est content, on mange bien, enfin voilà. Et il y a des entreprises où tout ça, ça se perd parce qu'on est déjà loin du client, on est déjà loin de celui qui va utiliser le matériel qu'on fabrique, par exemple.
Et en plus, bah, tout ce phénomène administratif, tout ça, ça met une distance énorme et les gens sont perdus. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un truc immense. Et qu'est-ce que je fais au milieu de ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que voilà, ce que je fabrique, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ce que je fabrique est de bonne qualité? Et si c'est pas de bonne qualité ou une qualité moyenne, est-ce que ça va pas entraîner des conséquences sur l'utilisateur? Tu évoquais aussi le management. Qu'est-ce que tu entends par là? Il y a des problèmes de management qui peuvent mener au burn-out, c'est ça? Euh, Peut-être par rapport au fait qu'à un moment, il y a une déconnexion entre les gens du terrain et l'administratif. Donc, quelquefois, il peut y avoir des solutions simples sur le terrain, mais il faut que ça prenne des détours administratifs qui sont validés ou ne sont pas validés. Et résultat, bah, les gens du terrain restent avec leurs problèmes. Des fois, on fait un semblant de solution pour que tout le monde soit content, on va dire, au niveau d'une hiérarchie, au niveau du client. Et au final, ceux qui sont sur le terrain ont l'impression d'avoir bricolé une solution et ils ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé. Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. Et puis, bah, le côté aussi réunion. Voilà, quand toutes les semaines on a des réunions pour demander est-ce que vous avez ce qu'il faut, est-ce que vous êtes satisfait et tout, et puis que les personnes du terrain viennent soulever des problèmes en disant on aurait besoin de tel matériel ou de telle chose, et que oui, on vous a entendu, c'est la réponse qu'on obtient, et que dans les faits il ne se passe jamais rien, ou dans les faits on a besoin d'un budget pour quelque chose et au final on l'obtient jamais, ou alors on a des réponses évasives, oui on a fait la demande de budget, ou c'est remonté à tel échelon, on attend que ça revienne, et puis bah, ça n'en finit pas, sauf qu'il y a un moment sur le terrain, concrètement, s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à faire, la satisfaction elle vient d'y arriver dans un temps raisonnable. Si c'est pour réparer, je sais pas, si je prends un exemple, si un client vous appelle parce que son lave-linge est en panne, si vous lui dites oui, je peux vous le réparer, mais dans 2 ans, ça l'intéresse pas. Il y a besoin aussi d'un minimum de, enfin, du temps. Si le temps est complètement distendu, on se perd en fait. Et le management, je pense que bah, plus il y en a, j'ai envie de dire, moins ça sert quelque part, parce que le terrain se trouve perdu dans tout ce côté administratif. D'accord. Donc pour toi, il y a vraiment une inflation administrative, une inflation de paperasse qui sert à rien et qui, ouais. Et une inflation de paperasse, je dirais, c'est encore plus sournois, parce que je pense qu'à un moment, on était dans la paperasse administrative, des certificats, des tampons, des trucs comme ça. Sauf que maintenant, la paperasse, elle est par mail. Donc celui qui connaît pas le métier, par exemple, il va se dire oh, peut-être ils exagèrent, ils ont pas tant de trucs que ça. Sauf que répondre aux mails, redispatcher aux bonnes personnes, retrouver les bons arguments pour dire bah, ça prend un temps pas possible. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Quoi. Donc toute cette paperasse-là, elle est sournoise, parce que je pense qu'il y a ça dans beaucoup de métiers, c'est maintenant par mail, par communication interne aux entreprises. Alors autant il y a besoin de certaines choses, mais il y a un moment, ça déborde. Et ça déborde, et en plus de ça, ça ne va pas des certificats, voilà, des papiers, ça ne va pas remplacer la conscience professionnelle finalement. Parce que c'est un peu ça qu'on cherche à valider tout au long d'un processus de fabrication. Mais voilà, le papier ou les mails, ça fait pas tout. Vu que le centre du livre, c'est plus même si tu parles beaucoup d'aspects un peu politiques en quelque sorte, en soi, le centre du livre, c'est vraiment les effets du burn-out sur un individu. Quels sont les symptômes du burn-out? Alors, ben, je dirais un changement de comportement, parce que ça, c'était aussi une façon de se dire il y a quelque chose qui cloche. En l'occurrence, nous, on se connaît depuis bientôt 25 ans. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui change par rapport au conjoint, alors qu'il n'y a rien qu'à changer dans le privé. Donc on suppose des choses dans le travail.
Le fait aussi d'avoir quelqu'un qui est toujours moteur de proposition pour la famille, voilà, qui adore ses enfants et tout ça, et qui d'un coup se referme, n'a plus envie de faire des choses le week-end avec ses enfants, enfin, est fatigué. Et voilà, il y a un mode robot quelque part aussi dans le fonctionnement quotidien de la semaine, et puis le week-end, il y a un enfermement psychologique, quoi, je pense, parce que la personne, elle n'a plus le courage, l'envie, l'énergie de vivre sa vie de famille. Elle pense au boulot le week-end, par exemple, donc la vie de famille diminue petit à petit. Ouais, et le sommeil aussi, puisqu'il y a aussi, tu décris aussi beaucoup des problèmes d'insomnie, en fait, tout devient plus compliqué, quoi. Tout ce qui paraît simple à quelqu'un qui est en bonne santé, une fois que le burn-out est établi, j'ai envie de dire, parce que ça peut durer longtemps, ça peut monter voilà, sur des mois, quoi. On peut couver, on peut se dire que ça va le faire, que par exemple espérer qu'il va y avoir un changement dans l'entreprise et puis il y a des fois il se passe rien, puis ça monte, et voilà. Et après, une fois que, voilà, en l'occurrence, moi je me souviens du week-end où ça n'allait plus du tout, où j'ai vu mon conjoint en 4 jours être tout blanc, tout vert, tout gris, et de changer vraiment de tête, quoi. Et de voir qu'après, les problèmes de sommeil, de repas, de rythme... Oui, tu décris beaucoup les problèmes alimentaires dans le livre. Ouais. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a des médecins qui demandent, c'est une chose qu'ils demandent assez vite. Est-ce que vous arrivez à manger ou est-ce que vous êtes gêné? Parce que voilà, il y a un phénomène quand on dit qu'on n'arrive pas à faire un boulot ou qu'il y a une ambiance, qu'on dit ça me donne de la gerbe, c'est pas que des mots finalement. Parce que voilà, moi j'ai su après que mon conjoint, avant de partir au travail, pendant des mois, il revomissait son déjeuner avant de partir parce qu'il était en état, voilà, de stress et tout ça. Et après le burn-out, oui, ça continue. Donc tout ce qui est facile pour une personne en bonne santé, dormir, se laver, manger, se reposer, toutes ces choses-là, tout devient compliqué. Oui, c'est un vrai handicap. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que en France, ça a fini par être reconnu comme maladie professionnelle, ce qui est que depuis quelques années, hein, et parce que des gens se sont battus pour ça. Mais malgré le fait que ce soit reconnu comme maladie professionnelle, c'est parfois difficile de le faire reconnaître. Toi, tu racontes dans le livre que le premier médecin qui a vu ton mari ne l'a pas détecté d'office. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors en fait, le problème, quelque part, des très grandes structures, c'est que souvent il y a un service interne. Donc voilà, la personne, on peut imaginer quels sont ses tenants. Elle est interne aussi à une entreprise. Donc là, la première personne les infirmières, si elles l'ont écouté, entendu et tout, à la limite c'est encore pire parce que celle d'après vient tout démolir. L'infirmière l'écoute, mais le médecin qui voit après remet en cause tout ça et aussitôt part sur le côté privé, en disant c'est pas forcément professionnel. Sauf que c'est quelqu'un déjà qui voit une fois tous les 2 ans, qui ne connaît pas son poste de travail, qui ne le connaît pas lui en tant qu'employé, enfin en tant qu'ouvrier dans l'entreprise, et qui rejette déjà les choses et met en cause en plus la sphère privée. Alors déjà, il ne connaît pas la sphère professionnelle et en plus, il vient mettre en cause la sphère... Donc là, c'était l'effondrement total. Donc le fait que cette personne n'accueille pas la souffrance, c'est l'inverse qui se produit, quoi. La personne, elle est détruite. D'ailleurs, dans le fait de ne pas traiter correctement les problèmes de maladie professionnelle, vous avez été confronté à un problème d'une autre nature, qui est l'assurance maladie et son administration. Donc là, on en revient encore au problème administratif. Est-ce que tu peux nous en parler des problèmes qu'il y a eu? Arrêt de travail, tout ça, et puis il y a un moment, il n'y a plus d'indemnité.
Donc on est à l'ère des mails, de la communication et tout ça, donc on renvoie des documents en se disant c'est bon, ça, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis finalement, il ne se passe rien. Il se passe rien. Donc on ne peut plus accéder aux services publics parce qu'il n'y a plus d'endroit physique, ou alors il y a des bornes avec quelqu'un qu'on appelle dans un bureau, on ne sait pas où. Il n'y a plus d'accès, ou très très peu par téléphone, parce qu'il faut téléphoner et retéléphoner pour avoir quelqu'un. C'est de plus en plus dur d'avoir un vrai humain, et ça c'est de plus en plus de services, publics comme privés, quoi. Donc ça c'est au moment où on a le plus besoin d'humanité qu'en fait on a affaire au moins d'humanité de l'administration finalement. Après il y a les services aussi par internet. Donc moi j'avais photocopié des documents, j'ai passé mon temps à renvoyer des documents que l'administration était déjà censée avoir, et on n'arrivait pas à comprendre d'où venait le problème, parce qu'il manquait tout le temps quelque chose. Ou alors c'était presque, on avait presque tout, et puis au dernier moment, ah bah non. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J. Donc là, moi je comprends qu'il y ait des gens qui passent à l'acte à ce moment-là, parce que quand on n'est pas aidé, qu'on est seul, alors je prends le cas de quelqu'un dont j'ai eu connaissance après, quelqu'un qui était divorcé, qui venait de divorcer, qui n'avait pas ses enfants, qui s'est retrouvé isolé parce qu'il a été muté dans son entreprise. Et cette personne-là, elle ne pouvait pas s'en sortir, quoi. Il y a un moment, il faut une assistante sociale. Et ce monsieur, il a mis fin à ses jours. Parce qu'il y a une énorme montagne administrative à passer, et qu'on est dans un moment où on sait à peine se lever, à peine dormir et manger. On n'est pas capable de lutter à ce moment-là. Donc nous, on a attendu plus de 6 mois des indemnités. Et puis voilà, c'est parce que quelqu'un nous est venu en aide, en plus en faisant un petit pas de côté. Alors je ne sais pas exactement ce que la personne a fait, mais la personne a peut-être débloqué le dossier. Des fois, il n'y a pas grand-chose, il manque une validation informatique. Donc cette personne-là nous a débloqué le dossier. Je la remercie encore, si jamais un jour elle voit cette vidéo. Oh, ça a l'air de s'arranger, hein. Je commence à me méfier. Mais voilà, elle a débloqué le dossier, et sachant qu'après on lui a un peu tapé sur les doigts en disant « vous avez fait quelque chose que vous n'aviez pas le droit de faire ». Alors que les autres personnes qui étaient dans leurs droits, qui ont juste suivi la procédure, ils n'ont aidé en rien finalement. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier P, couloir I. Formulaire blanc, guichet 32, 5e étage, escalier 7, couloir H. Ils sont restés dans leur cadre, mais nous, ça ne nous aidait pas. Et quand on pense à toutes les personnes, parce qu'en fait, quand on en parle, les problèmes administratifs, ça retombe sur la tête de quasiment tout le monde. Donc ça, c'est hyper violent, parce qu'on ne s'y attend pas. On ne s'y attend vraiment pas. Quand on est, comme là, nous, 20 ans, à faire sa vie, sans avoir connaissance de l'administration, des problèmes de santé, tout ça, quand ça tombe, voilà, ça tombe violemment. Alors, je trouve que le titre que tu as mis à ton livre « Les ours se cachent pour mourir », c'est un titre qui interpelle. Parce que moi, quand tu m'avais parlé pour la première fois et que tu m'avais parlé de ton livre, je me suis dit c'est marrant comme titre pour un livre sur le burn-out. Enfin, quand on lit ce titre-là, on ne se dit pas ça parle d'un burn-out et du monde du travail. Donc, pourquoi ce titre? Je précise, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était sur le réchauffement climatique. C'est une option que je n'avais pas du tout vue. Mais... Ah oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, se cache pour mourir, déjà, c'est par rapport au cliché qu'il y a, la dépression, au burn-out. Alors déjà, on est très vite, ce que je disais tout à l'heure, quand un médecin pointe la sphère privée, on retourne très vite la faute contre soi. Donc on a honte, parce qu'on se dit « je suis plus capable de travailler, je suis plus capable de me lever, je suis plus capable de m'occuper de mes enfants ». Donc on a honte et on n'a qu'une envie, c'est de se cacher, voilà.
Et si personne nous vient en aide, c'est clair que mourir, c'est une option qui arrive très vite. Et puis ours, c'est par rapport à mon conjoint, parce que c'est quelqu'un qui a un gabarit un peu Sébastien Chabal. Donc quand j'explique aux gens que c'était très difficile, que physiquement il a perdu de la force physique et de la force psychologique, pour eux c'est très difficile à entendre et ça fait partie des clichés sur la dépression, à savoir que peu importe votre gabarit, vous avez peut-être été un sportif de haut niveau, vous avez peut-être été quelqu'un de très fort, très compétent. Une fois que la dépression arrive, le gabarit n'existe plus, ce que vous avez fait avant, ce que vous avez peut-être gagné avant, voilà, fait avant, ça n'existe plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi... Oui, c'est à cause à la fois des problèmes alimentaires, des problèmes aussi de manque d'envie de s'entraîner. Oui, ça, le fait de se cacher dans une y a caverne ça, quelque part, quoi. Ça aide pas à rester en forme physiquement. Ouais. Non, c'est sûr. Et puis... ce que je voulais montrer aussi dans ce témoignage-là, c'est les conséquences ne sont pas que sur la personne, les conséquences, elles sont sur toute la famille, elles sont... voilà. Et qu'est-ce qui se passe si un jour il y a un suicide, un AVC, une crise cardiaque? Qu'est-ce qui reste après? Parce qu'après, pas se leurrer, on entend des choses privées. Oh, je crois que ça allait plus trop avec sa femme, elle a menacé de s'en aller. Et puis... Oui, les bruits de couloir, ça voilà. aussi t'en parles dans le livre. Donc, après, ça concerne tous les métiers, tous les secteurs. Et résultat, on ne sait pas pourquoi la personne, elle était mal depuis 6 mois, 1 an. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui rentre du boulot et qui se ferme comme une huître. Est-ce que le conjoint doit dire c'est moi qui suis visé ou pas? C'est ça qui est difficile à démêler. Donc moi, dans le livre, je voulais expliquer tout ce qui aboutit à ça. Et que la famille, là, n'a rien à voir. C'est juste la petite goutte, des fois, qui fait déborder le vase, effectivement. Mais la famille peut être très solide. Et il se passe un drame. Et autour de soi, les gens, en général, vont retenir que la petite brutalité qui arrive au niveau de la famille, alors qu'ils n'ont pas tout le vécu professionnel derrière. Et malheureusement, voilà. Et puis en déconnectant le burn-out du travail dans l'esprit des gens, ça dépolitise aussi beaucoup le sujet. Alors moi, je vais prendre un exemple de quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Quand il y a eu le film Au nom de la Terre, alors bon, voilà, il y a une histoire, il y a... une violence économique, une violence administrative, une violence, voilà, après. Mais qu'est-ce qui se passe après, en fait? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que, ok, on découvre un milieu, moi, en l'occurrence, pour moi, c'est pas une découverte, parce que c'est un milieu que je connais. On découvre un milieu, tout ça, et qu'est-ce qui se passe une fois que le drame est arrivé? Voilà, notre indignation, on en fait quoi, au final? On continue à vivre tous... comme d'habitude, on passe devant la ferme où c'est arrivé, on se dit « oh mince », et puis on continue notre vie. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui restent? Donc c'est ça aussi que je voulais expliquer dans le livre. Donc voilà, on touche du bois parce que la vie n'est jamais finie, on ne sait jamais, des fois il se passe des drames longtemps après. Mais les témoignages de burn-out qu'il y a dans les livres, c'est souvent quelque chose qui est tourné en positif, parce que la personne est confrontée à quelque chose à son travail, elle change de vie. Donc ça plaît beaucoup parce que le témoignage de changement de vie, ça fait référence à quelque chose de positif. On n'entrevoit pas la mort et tout ça. Et puis c'est un peu facile parce que ceux qui sont partis ne sont plus là pour témoigner. Ouais, oui, il y a un peu un biais du survivant, on appelle ça. Et là, du coup, c'est bien nommé comme ça dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on ne voit que les gagnants, quoi. C'est comme au loto, on voit que les gagnants. Dans les témoignages de burn-out, il y a un peu ça, on voit que ceux qui s'en sont sortis. Beaucoup de gens, je pense, n'ont pas forcément la culture politique pour analyser un peu leur propre expérience, comme toi tu le fais. Alors même si toi, c'est quand même beaucoup centré sur le quotidien, etc. Il y a quand même beaucoup de moments où tu parles de politique, de sujets politiques, quoi, comme on en parle depuis le début. Et je pense que beaucoup de gens ont tendance à dépolitiser leur propre burn-out et à en faire
peux du coup en faire une sorte de success story en fait. Ce qui est très à la mode aujourd'hui, hein. Il y a toute une littérature autour du développement personnel, etc., qui finalement en fait est très individualiste, qui a tendance à vendre du rêve et à faire oublier un peu tous les problèmes que tu pointes du doigt. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ton livre. C'est vraiment le fait d'à chaque fois rattacher ça à des problématiques sociales. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Voilà. Et, on n'a jamais, je pense, autant vendu de livres sur le développement personnel, comment se relaxer, comment profiter avec les enfants, comment mieux s'organiser. Et il y a des fois, on oublie juste de dire qu'on est... En fait, la fatigue, c'est devenu une norme. Donc, il faut que le temps de travail soit rempli au maximum. Donc, on se retrouve avec des gens épuisés qui, le week-end, essayent juste de récupérer. Ils ne sont même plus en capacité de faire autre chose pour changer les idées ou retrouver de l'énergie, quoi. Donc, la fatigue, elle est devenue une norme. Et... moi, je voulais expliquer comment, quand je parle des week-ends où il ne se passe plus rien chez nous, voilà, comment ça prend toute la vie. La fatigue de la vie professionnelle, en fait, prend toute la vie professionnelle et la vie privée. Donc, est-ce qu'on continue à charger le temps de travail des personnes au maximum pour que ce soit rentable et à épuiser les gens et à les jeter une fois qu'ils sont plus intéressants? Voilà, est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce que peut-être on change de modèle? Parce qu'il y a un moment, quand on parle de ça autour de soi et qu'on voit le nombre de personnes concernées, alors des fois sur des phases courtes et des fois sur des phases très longues, moi j'étais sidérée quand j'ai commencé à parler de ça, parce que comme on a honte, on n'ose pas trop, mais il y a un moment, voilà, et quand on parle de ça, ça concerne tous les milieux. Ça concerne... Alors peut-être qu'au début, ça a concerné des métiers peut-être un petit peu plus, on va dire, superficiels, où les gens se sont dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ferais pas mieux d'avoir un métier plus concret? Enfin, voilà, un ingénieur, par exemple, qui dessine des objets qui sont destinés à être jetés, peut-être qu'à un moment, il va se dire, c'est quoi l'intérêt de mon boulot? Et puis, petit à petit, je trouve que ça s'est étendu. Ça s'est étendu à des gens qui aiment leur métier, qui ont les moyens de le faire et puis qui se trouvent mis sous une pression. Et ça s'est étendu aussi à des catégories professionnelles très différentes. Alors on a les soignants, les profs, même si on a l'impression qu'ils sont un peu privilégiés dans le service public. Quand on connaît des gens qui y travaillent et qu'on écoute ce qu'ils disent, on se rend compte que non, quoi, et on se rend compte qu'ils sont dans la même galère. Des grosses structures, quoi, que ce soit des grosses entreprises, ce que je disais aussi, des grosses coopératives qui finalement sont plus là dans l'intérêt de leurs usagers, qui vivent leur vie économique en dehors de tout, quelque part. Et tout ça, ça s'étend à toute la société française, quoi. Quand j'ai fini d'écrire, j'avais eu, donc l'année dernière, j'avais eu des témoignages. Bon, voilà, l'industrie automobile, la banque, les écoles, tout ça. Et puis maintenant, je reçois des témoignages de services administratifs. On peut prendre le cas de l'assurance maladie. Moi, je suis prête à parier qu'il y a des gens qui sont dans le même état que mon conjoint maintenant, parce que quelqu'un qui veut faire bien son travail et qui reçoit des quantités d'appels, qui ne peut pas donner les bonnes informations, dans quel état sont aussi les services publics, en l'occurrence, ils vivent la même chose. À travers la question du burn-out, il y a énormément de questions qui y sont liées, quoi, que ce soit le rapport au monde du travail, l'exploitation au travail, le rapport à l'administration, le rapport au service public. En plus, toi, tu es dans une zone où quand même, je pense que tu dois être dans une des zones qui subit... on n'est pas très gâtés, on a dit. Voilà, c'est ça, la fermeture de plus en plus de services publics. Bon, voilà, là, clairement, on est dans le monde rural. Voilà. Et justement, tu dis que tout ce mal-être s'étend dans toute la société française. Qu'est-ce que toi, tu as pensé d'un mouvement, par exemple, comme les Gilets jaunes ? Je pense que c'est des gens qui finissent par être coincés. Alors, par différentes raisons, hein. Ça peut être au niveau médical, se rendre compte que on a un enfant en situation de handicap, par exemple, et puis il n'y a plus rien, tout ferme, on se trouve complètement démunis.
Ça peut être des gens qui, au niveau du travail, se trouvent dans des administrations où il n'y a plus de moyens. Si on vous demande, moi j'ai le cas d'une amie qui est prof et qui me dit « mais moi ça fait des années que j'achète des fournitures sur mon salaire, parce que si on veut un budget, enfin ça prend 5 ans, enfin j'exagère, mais voilà, pour les autorisations et tout ça. » Donc je pense que tous ces gens-là, ils expriment un ras-le-bol. Alors, on est exactement dans le même principe que le burn-out, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'écoute pas les gens du terrain, on essaye de faire des théories, j'ai envie de dire, sur ce qui ne va pas, au lieu d'aller voir les gens du terrain et de les écouter. Et puis on propose des solutions de saupoudrage et on réduit les choses aussi avec des clichés. Ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Et vous avez pu évoquer, faire état d'un certain nombre d'attaques directes, personnelles, sur celles et ceux qui représentent aussi la République. Comme ça permet d'étouffer les choses, quoi, de diminuer la contestation des personnes qui souvent, enfin moi je trouve, souvent est fondée. Pour que ça touche autant de personnes, autant de métiers, je pense qu'il y a vraiment un gros malaise. Et les gens du terrain ne sont pas écoutés. Il y a un moment historique récent dont tu parles dans le livre, c'est le confinement. Comment est-ce que vous avez vécu le confinement, sachant qu'à ce moment-là, ton mari était encore en burn-out? Alors, en fait, tout le monde était en pause. Moi, j'ai arrêté de travailler aussi, parce que faut pas oublier tous ceux qui ont travaillé, les gens essentiels, voilà, qui ont travaillé. Donc moi, j'ai été arrêtée aussi. On était en famille. Donc nous, ça a été un moment de pause. Mais j'ai envie de dire de pause privilégiée, même si mon conjoint était malade, parce qu'on est à la campagne, on a de l'espace, on a une qualité de vie, voilà. On n'est pas entassé dans un appartement de 20 mètres carrés à 4, quoi. Donc nous, on s'est mis en mode pause, en mode bulle, quelque part. Et puis bon, on a éteint les infos. Nous, ça fait longtemps qu'on n'écoute plus les infos parce que là... Mais c'est trop anxiogène, ce problème. Oui, voilà. Donc je pense que mon conjoint, quelque part, ça l'a un peu soulagé parce que tout le monde se retrouvait un peu dans la même situation que lui. Tout le monde se retrouvait obligé de rester à la maison, de prendre le temps pour d'autres choses, parce qu'il y a des gens qui peut-être étaient habitués à voyager, à consommer beaucoup. Là, ils ont été obligés de revoir leur mode de fonctionnement. Et quelque part, ça a rapproché un peu tout le monde dans ce phénomène, quoi. Que vous ayez de l'argent ou pas, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas faire de sortie. Après, comme voilà. tu disais, c'est quand même différent, enfin, même si qu'on ait de l'argent ou pas, oui. Tu vois, c'est quand même différent d'être coincé dans son 20 mètres carrés en banlieue. Exactement. Et d'être confiné, quelqu'un qui serait riche, qui peut aller dans une résidence secondaire. Bon, il y a quand même une différence à ce niveau-là. Et c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être la seule chose, nous, ce qui nous a fait de la peine, évidemment, c'est de savoir qu'il y avait des gens malades et de savoir qu'il y avait des gens, enfin, dans des situations, voilà, dans des appartements, voilà, pris au piège quelque part. Donc ça, oui, franchement, ça, c'est une des choses qui nous a fait le plus mal. Le pire, c'est pour beaucoup de jeunes étudiants, célibataires qui se retrouvaient, du coup, étudiants, souvent on est en ville, mais dans des tout petits trucs. Loin de sa famille, voilà, tout seul. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont rentrés chez leur famille, mais pour des étudiants qui sont vraiment très loin, où la famille est à l'autre bout de la France, ou voir la famille à l'étranger, bon, c'était pas toujours simple, et il y en a quelques-uns qui ont passé plusieurs mois tout seuls chez eux. Ça doit être particulier, ça. Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont souffert de ça, quoi, de cet isolement important, parce que c'est, voilà, psychologiquement, on est des êtres humains, on est des êtres de relation, et là, tout s'arrête d'un coup. Nous, on est isolés en fait physiquement, on est isolés psychologiquement, on a l'habitude d'être tout seul quelque part parce qu'on vit dans un endroit isolé. Mais voilà, pour d'autres, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est vrai que le confinement,
c'est quelque chose de très fort. Je pense que tout le monde a été marqué. Voilà, ça a amplifié en fait le mode de vie de certaines personnes. Si vous étiez déjà un petit peu isolé dans une situation précaire, ça fait que je pense qu'empirer les choses. Est-ce qu'en écrivant ce livre, tu as l'impression ou la volonté de te placer dans une filiation politique ou littéraire? C'était pas volontaire en fait. Ce sont des personnes qui, une fois avoir lu mon livre, m'ont dit ça se rapproche peut-être de l'écriture ouvrière. Alors là, c'est l'écriture de la femme de l'ouvrier, en l'occurrence, mais enfin, je me mets vraiment à la place de mon conjoint pour écrire. Et en me proposant des lectures, L'Établi, par exemple. De Robert Linhart. Voilà. Joseph Pontus, qui a écrit À la ligne, qui est malheureusement décédé maintenant, mais je l'ai lu là très dernièrement, et lui, il raconte comment l'entreprise contraint les corps à travailler, à la douleur, à tout ça, et celui-là, il m'a beaucoup ému, quoi, celui de Joseph Pontus. Ouais. Parce que voilà, c'est des parcours qu'on ignore. Souvent, c'est des grands entrepôts, des entreprises, des hangars. On ne sait pas comment ça se passe dedans. Ce que je disais, on reste dans les clichés. Et quand on lit, lui, son livre, on est dans le concret tout de suite d'un abattoir. C'est très... En plus, il est assez récent, mine de rien. Ouais. Parce que quand on parle d'ouvriers aussi, dans les clichés, beaucoup de gens ont un peu le cliché, tu vois, le côté Charlie Chaplin, travaille à la chaîne. Bon, ça, c'est une réalité qui, en France, en tout cas, ça existe encore beaucoup dans des pays en développement, mais en France, c'est plus tellement ça. Beaucoup d'ouvriers sont des ouvriers spécialisés, qui ont fait des études. Donc, bon, ça dépend des ouvriers, donc ça dépend du secteur, etc. Mais voilà, c'est des ouvriers qualifiés, c'est un peu fini le côté l'ouvrier qui resserre juste un boulon sur une chaîne. C'est de plus en plus rare, quoi. Et puis c'est le côté sympathique, joyeux, Charlie Chaplin, c'est... Bon, après, Charlie Chaplin, c'est presque horrible, j'ai envie de dire. C'est joyeux, mais sans trop l'être, parce que c'est beaucoup de l'humour noir. Là, je vais défendre Chaplin. Oui. Ça reste quand même quelqu'un qui parle énormément d'exploitation au travail, d'inégalité sociale. C'est quand même très sombre, hein, mine de rien. Oui, mais je pense que les gens en ont gardé cette image-là. Ça, je suis d'accord. Beaucoup de gens en ont gardé un peu l'image sympathique, dédramatisante, machin. Alors que bon, quand même, il parle quand même de sujets très sombres. Il parle de l'extrême pauvreté. Il parle aussi, dans certains films, de la guerre et du fascisme aussi, des discriminations. Bon, en vrai, Charlie Chaplin, quand on le regarde, c'est vrai que c'est extrêmement sombre. Mais souvent, les gens, oui, c'est vrai que souvent, ils retiennent juste les scènes un peu rigolotes qu'ils ont vues quand ils étaient enfants. Parce que je pense que ces films-là, notamment les temps modernes, on les regarde à l'école, etc. Mais je pense qu'en général, les gens qui le regardent à l'école sont trop jeunes pour comprendre trop le fond, donc ils retiennent les blagues, les chutes, les machins, mais ils en oublient en fait le fond extrêmement sombre de ces films-là, en fait. Je pense. Dans le livre aussi, dans L'Établi, c'est violent aussi, parce que on a tous en mémoire, il parle en l'occurrence des 2 chevaux, de la fabrication des 2 chevaux, et on a tous en mémoire des souvenirs heureux avec ce genre de voiture. Enfin, la France, c'est quand même un pays automobile. Et quand on lit les conditions de travail des ouvriers, alors des ouvriers français et des fois des ouvriers d'origine étrangère qui ont des conditions encore plus désastreuses au sein de l'entreprise, voilà, c'est horrible, quoi. Et de lire ça, je me dis, il faut que, ce que je disais tout à l'heure, l'indignation qui arrive après quelque chose soit suivie de faits, sinon on continue tous notre vie et puis on fait plus... Là, en l'occurrence, moi j'explique que quelqu'un qui est plutôt du côté d'effort devient faible parce qu'il est malade. Ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les gens qui sont en capacité et après on les jette, et
On fait quoi de tous ces gens qui vont mal, ou peut-être qui sont handicapés, parce qu'on oublie aussi de citer des fois les accidents du travail qui sont quand même assez occultés dans le monde ouvrier, dans plein d'autres... voilà, donc moi je trouve qu'il y a un moment, l'entreprise ou l'administration perd la part de son humanité. Ok, la personne tout de suite, elle n'est peut-être pas en capacité d'être rentable immédiatement tout de suite, mais peut-être que la rentabilité va se trouver décalée. Alors je vais prendre un exemple, la caissière. On a tous vu la caissière qui bipe les articles très vite et qui maintenant ne reste plus à sa caisse. Une fois qu'il n'y a plus de clients, elle ferme sa caisse, elle va déballer des articles et tout. Donc voilà, ces gens-là, c'est typique, je trouve, l'exemple des gens qui sont contraints d'enchaîner les tâches. Enfin, quelle est la satisfaction de la personne à la fin de la journée? Si la personne qui est en caisse avait besoin d'un petit renseignement, d'un petit coup de main ou quelque chose, le lien humain n'existe plus là, parce qu'on voilà, on fait juste son travail. Et donc là, je pense que ouais, politiquement, il y a quelque chose à revoir au sein de la société. Quand tu écris ton livre, même si tu l'écris à la première personne en te mettant à la place de ton mari, toi, tu n'as pas été directement victime d'un burn-out, même si tu racontes que tu avais eu pendant un moment quelques problèmes avec un médicament, mais ce n'était pas un burn-out directement. Et toi, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui se retrouvaient dans cette situation de devoir aider quelqu'un de leur entourage et qui se retrouveraient un peu désemparés? Moi, ma solution, c'était de lire, parce que quand ça arrive, on n'imagine pas les proportions que ça va prendre. Donc le fait de lire des témoignages, déjà, ça m'a aidé à imaginer les pistes de sortie éventuelles. Mais au final, les aidants, parce que ils ont très peu d'aide. Donc ça me désole assez, parce qu'on est tous susceptibles d'être confrontés à ça. On ne choisit pas. C'est un accident de voiture qui rend quelqu'un handicapé. C'est une personne âgée qui était autonome, qui tombe et qui devient à la charge de quelqu'un dans la famille si on ne peut pas gérer autrement. Donc tous ces aidants-là auraient besoin d'un soutien, auraient besoin d'une reconnaissance peut-être de la société aussi, parce que pendant qu'on fait ça, donc moi ce qui est mon cas en ce moment, c'est une charge mentale, c'est voilà, plein de choses à côté de son travail. Eh bien, on ne peut pas s'investir soit dans un travail, moi j'ai tenté là, c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté, sauf que je me rends bien compte que c'est pas possible, parce qu'au niveau du temps, c'est pas possible, au niveau de la charge mentale, ce que je disais tout de suite, et puis moi je me suis rendu compte aussi que j'ai négligé ma santé. Donc tous les aidants sont confrontés à ça. Et ça, moi, je déplore le manque de moyens. Alors, peut-être il y a des structures à certains endroits, dans des villes, ou voilà, mais au final, il n'y a pas grand-chose. Donc, leur proposer une solution, au final, on laisse les gens tout seuls. Ceux qui trouvent une solution, en plus, on les glorifie un peu à la mode héros, des fois comme les soignants, en disant vous avez réussi à surmonter, et puis au final il ne se passe rien. On obtient des fois des gens un peu experts dans un domaine. Par exemple, je prends le handicap, quand vous êtes confronté à une maladie très particulière, une maladie génétique ou quoi, les gens qui sont confrontés à ça vont se renseigner, vont chercher plein de choses, et puis ils se regroupent tout seuls, et par eux-mêmes, j'ai envie de dire, ils se regroupent par eux-mêmes dans une association de personnes qui sont concernées par le même sujet. Et c'est pas la société qui leur vient en aide. C'est eux qui trouvent un moyen de se débrouiller. Ouais, il y a une individualisation de la société, en fait, qui force les gens dans le besoin à se rassembler entre eux et à se débrouiller pour survivre. Ouais. Et c'est en ça que je trouve que les réseaux sociaux sont quand même quelque chose de formidable, parce que vous pouvez être à Toulouse, à Paris, si vous avez un lien commun par rapport à une maladie, par rapport à un problème comme ça, vous pouvez vous rencontrer. Oui, puis ça devient aussi plus simple parfois de
d'alpaguer un journaliste ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça à faire parler d'un problème en contactant des journalistes ou des choses comme ça, notamment par Twitter, parce que tous les journalistes sont sur Twitter quasiment, et en général leurs messages privés sont ouverts, et il y en a qui arrivent à faire parler de leurs trucs comme ça. Ou aussi parfois en allant parler à des youtubeurs. Moi j'ai rencontré plein de gens comme ça par Twitter, toi ça a été ton cas, mais les autres personnes que j'ai rencontrées avant, je les ai aussi connues par Twitter. Donc c'est vrai que c'est extrêmement pratique ça pour créer des liens ou des réseaux, pour faire parler de son problème. Oui, moi c'est ce que je me suis rendu compte parce que moi je me suis débrouillée toute seule par rapport au livre et tout, donc je me suis inscrite sur plusieurs réseaux et je me suis rendu compte qu'effectivement sur Twitter, des gens militants, des journalistes, c'était un peu plus sur ce réseau-là qu'ils étaient, quoi. Et malheureusement, quand on essaye de se faire entendre auprès d'une administration, auprès d'une entreprise, on est confronté à un mur souvent. Alors, elle a acheté du tissu à un marchand phénicien parce qu'elle veut refaire son cubiculum. Elle va tapisser du marbre. Quelle drôle d'idée. Oh, tu la connais. N'importe quoi pour épater les gens. Et notre bien, elle a même pas de quoi se payer un esclave. Mademoiselle... Elle a revendu son Iber sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle... Vous voyez pas que je suis occupée? Où en étais-je? La situation de son mari. Ah oui, ce pauvre Claudius. Tu sais qu'il avait une affaire de construction de viaduc. Donc, je suis pas surprise que dans plein d'autres domaines, les gens essayent de se débrouiller par eux-mêmes et aller contacter directement. Alors, des journalistes, s'entend des journalistes et pas des gens qui lisent des prompteurs. Ah non, on est d'accord. Là, tu prêches un convaincu. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont sur la même ligne. Oui, il y a une grosse différence entre le journaliste et le journaliste, on va dire. Voilà. C'est un métier qui souffre aussi de clichés, je pense. Ouais, donc, voilà. Et voilà, chacun trouve ses moyens et ses armes pour avancer, quoi. Eh bien, merci Stéphanie Laurent. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, mais vous pouvez aussi aller voir en description en bas, il y aura un lien où vous pourrez vous procurer le livre de Stéphanie Laurent si ça vous intéresse. Il y aura aussi un lien vers son compte Twitter si vous voulez la suivre. Elle parle régulièrement de toutes ces problématiques-là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.